Français parlent aux Français. Bonjour à tous, la nouvelle de tombée ce matin, le déficit de la France dépasse les 5%. Et comment dire, il faut savoir que nous dépensons 2 fois plus que l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Voilà, Bruno Le Maire est déterminé à rétablir les finances publiques. Je m'excuse, mais depuis 2017, il est ministre. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Oui, c'est vrai qu'il passe son temps à écrire, à être très dilaté, si on peut dire, au lieu de s'occuper des finances de l'État. Je crois que c'était les Mozart de la finance. C'est plutôt les tocards, comme dit un homme politique. C'est le tocard de la finance. Voilà, le résultat, en l'espace de 7 ans de Macron, regardez la déficit, je crois qu'on a rajouté pratiquement 1 milliard. Voilà, au lieu de gérer en bon père de famille, de faire attention aux rentrées d'argent et aux sorties et la façon dont on emprunte de l'argent. Passé un moment, il y avait une aubaine, c'était des taux fixes, voire des taux négatifs. Donc on remboursait moins que ce qu'on avait emprunté. Eh ben non, ils empruntent à des taux, comment dire, indexés sur l'inflation. Donc comme l'inflation est repartie, eh ben, la première dépense de l'État, c'est de payer les intérêts de la dette. Avant de payer pour les hôpitaux, avant de payer pour l'éducation nationale, avant de payer pour l'armée, il faut payer d'abord les intérêts de la dette, tellement on a une dette. Voilà. On est les plus mauvais de l'Europe avec, je crois, la Slovaquie. Voilà. Et comme la croissance est de nouveau en baisse, on consomme moins, on fabrique moins, etc., etc., il y a de moins en moins de rentrées fiscales. Et puis, on sera de nouveau lanterne rouge en 2024. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est bien beau d'écrire des livres. Et encore, à l'entendre, il est déterminé à rétablir les finances publiques. Oui, mais bien sûr, voyons. Bon, allez, je vous laisse. Désespérant. Partagez. Merci. Au revoir. Bruno. Bonjour à tous TikTok. J'aimerais bien qu'on me dise en quoi l'humanisme consiste à faire venir chez nous des gens à qui on ne peut rien offrir d'autre que du chômage et qui arrivent avec la ferme intention de piétiner nos valeurs et de nous détruire, nous dit un ancien ministre, Luc Ferry. Alors on va aborder un problème, immigration et la dette publique. Pourquoi? Parce que j'ai vu des chiffres qui nous expliquent que, alors j'ouvre une parenthèse, c'est pas du racisme, je ne suis supérieur à aucun autre, pas plus blanc que de noir, que de gris, etc. J'ai fréquenté dans ma vie professionnelle plein de gens qui étaient d'originaire notamment du Maghreb. Les gens travaillent, ils payent des impôts, ils cotisent, ils ont des droits, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui arrivent sans qualification. Et c'est le gros problème, et je vous ai expliqué pourquoi déjà. Déjà, il faut savoir que la dette, le coût de l'immigration, c'est 35 à 40 milliards d'euros par an. C'est le coût de l'immigration pour les finances publiques. En France, c'est un calcul de l'OCDE, un organisme international, et des services rattachés au Premier ministre. Ça, c'est une chose. Mais il y a une particularité dans l'immigration française, c'est que, si vous prenez par exemple l'immigration dite oui, vous allez avoir une vidéo qui vous explique, au Royaume-Uni, on a beaucoup de gens beaucoup plus qualifiés. Et nous, on a énormément de gens qui ne sont pas qualifiés, qui arrivent les mains dans les poches, surtout pour avoir droit à des aides. D'accord? Donc, des aides même qui sont données, qui peuvent être au détriment des gens issus de l'immigration, qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, qui ont cotisé, dont leurs parents ont déjà cotisé, etc. Donc, qui ont des droits. Et là, les gens, ils arrivent, ils n'ont jamais cotisé, il faut les soigner avec l'aide médicale d'État, ça fait peut-être 2 milliards, des allocations par-ci, des allocations par-là. Ces gens, on n'a rien à leur offrir. Ils ont déjà pas un niveau professionnel, ils n'ont rien, ils savent plus ou moins rien faire, à part faire du vélo et aller livrer des repas pour Uber Eats et des choses comme ça. C'est de l'esclavage. Voilà. Donc, c'est bon de le savoir. Donc, je vous donne quelques éléments.
On a 1000 milliards de plus de dettes, on le répète, grâce à Macron et à Bruno Le Maire. Donc, le coût de cette immigration, de pays à droite, de pays à gauche, etc., c'est, je dirais pas c'est quelques gouttes d'eau, mais c'est un verre d'eau parmi quelques cuves de dettes. Mais bon, à un moment, on ne peut plus continuer à faire rentrer 200, 300, 400, 500 000 personnes par an. Combien travaillent? Je vous donnerai d'autres statistiques un peu plus tard, mais voilà, il faut savoir qu'il y a énormément de gens, je ne sais pas, une personne algérienne, et il y a 14%, il y a 2 fois plus d'Algériens au chômage que de Français de souche. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça, on voit les paramètres, quoi. C'est comme les occupations en prison. Encore une fois, ce n'est pas pour discriminer une population qui, à 90%, se lève le matin, va bosser, et qui ne pose pas de problème. Sauf parfois au niveau religion, bon. Mais voilà, c'est tout. Donc je vous laisse voir ces 2 éléments. Vous posez un petit peu les chiffres et vous comprenez mieux l'état d'esprit des Français en général. Hein. Bon, on est tous un petit peu logés à la même ancienne, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, regardez, si ça peut vous apporter un élément, ça sera bien. Merci, au revoir. Alors, ce qui marque également dans votre tribune, c'est que vous pointez la spécificité de notre immigration, qui est souvent peu qualifiée. Ça, c'est une spécificité déjà de l'immigration en France. C'est ce qui distingue l'immigration. Des gens qui viennent s'installer en France. Absolument. C'est ce qui distingue l'immigration en France de l'immigration dans d'autres pays européens, où la moyenne de qualification est plus forte. Dans quel pays, par exemple, elle est plus forte? Le Royaume-Uni, par exemple, est en mesure d'attirer une immigration qualifiée en volume plus nombreux, du fait de son attractivité universitaire, du fait de son attractivité dans le secteur financier notamment. En France, on a des immigrés qui sont en moyenne 2,5 fois plus nombreux à n'avoir aucune qualification, ou seulement un niveau brevet CEP, des niveaux encore plus forts sur certaines immigrations très représentées en France, 50% des immigrés sahéliens par exemple. Et il y a un corollaire de cette qualification relativement faible, c'est un taux de chômage et d'inactivité qui est aussi très fort pour certaines. Alors on va le voir, vous citez un exemple. 41,6% des immigrés algériens sont au chômage ou inactifs. Taux 3 fois plus élevé que pour les Français. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord une question de qualification, on y revient. Il y a une question d'enjeu culturel. On sait que dans les inactifs algériens, il y a notamment beaucoup de femmes au foyer. Et il y a aussi une question forcément de désincitation liée à certains aspects de notre système social, à l'absence d'un délai de carence. Et pourquoi il y a plus de femmes au foyer? Écoutez, il y a des raisons culturelles à ça. Une question de rapport homme-femme, de place de la femme qui est moins vue dans la sphère publique, dirons-nous. Et en fait, ça explique assez puissamment le déséquilibre de l'immigration sur les comptes publics. Parce qu'on a d'une part des populations qui contribuent moins au système de solidarité collective, parce qu'elles travaillent moins souvent, parce qu'elles sont plus souvent inactives, et parce que quand elles sont actives, elles sont sur des postes peu qualifiés où on cotise moins, d'une part. Et d'autre part, des populations qui consomment beaucoup plus ces systèmes de solidarité collective. Par exemple, les immigrés algériens, puisqu'on prend leur exemple, qui sont la principale nationalité représentée parmi les titulaires de titres de séjour. On sait qu'ils sont environ une moitié de ménages à vivre en HLM, ce qui est 4 fois plus que les Français. Donc vous voyez, faible contribution au système de solidarité collective. Et les HLM, si les loyers sont moins chers, c'est parce que ça bénéficie de la solidarité nationale. C'est ça. En fait, c'est à la fois le résultat de la politique du logement, 38 milliards d'euros par an, et c'est aussi le résultat de l'épargne des Français et des natifs, à travers le livret A notamment. On est le premier pays d'Europe occidentale en pourcentage d'immigration familiale. Pas d'immigration de travail, familiale. On est le premier. Bon, on est 42e pays sur 47 dans l'OCDE, c'est les chiffres de l'OCDE, en écart de niveau éducatif entre immigrés et non-immigrés dans le pays. Tout ça a des conséquences. Par exemple, en taux de chômage. Chiffre de l'INSEE en juillet dernier. On est à 6% pour les Français, 12% pour les immigrés, 14% pour les immigrés qui viennent d'Afrique, et on est à 11% pour les descendants d'immigrés, 15% pour les descendants d'immigrés d'origine africaine. Donc le corollaire de ça, c'est l'OCDE toujours en 2023 qui nous dit la contribution de l'immigration au taux d'activité est négative en France. On est 39e pays sur 45. Qu'on arrête de nous raconter des histoires nous expliquant que tout ça c'est pour favoriser le travail en France et la richesse économique. Qu'on nous dise la vérité. Moi je veux bien qu'il y ait des gens qui défendent l'immigration mais qui nous disent des choses vraies au minimum. Par ailleurs la logique, la distribution des HLM, puisque les Français en parlent également. Là c'est l'INSEE, la dernière étude que j'ai trouvée, elle date de 2018. La distribution des HLM, on a 13% des gens non immigrés dans ce pays qui accèdent à des HLM. 31%
31% pour ceux qui sont nés à l'étranger. Je cite l'INSEE. Les ménages dont la personne de référence est née en Afrique subsaharienne, en Turquie ou au Maghreb sont surreprésentés dans le HLM. Afrique subsaharienne, c'est 50%. 50% des immigrés qui arrivent d'Afrique subsaharienne sont en HLM. On peut peut-être se poser la question quand nous avons des Français qui dorment dans leur voiture. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir où va notre générosité exactement. Est-ce qu'elle est réelle aussi ? Bonjour TikTok. Je reviens sur cette histoire de déficit, 5,5% de déficit public en 2023. On est tout en bas du tableau des pays de l'Union européenne. Ces 7 dernières années se sont traduites donc par une augmentation de la dette publique de 1000 milliards d'euros. On est passé à 3200 milliards. Quel record. Ah bah ça, on est en tête, hein, franchement. Donc une situation dramatique parce que les poids du remboursement c'est le remboursement de cette dette devient le premier poste de dépense de l'État. Devant l'éducation nationale, devant des choses beaucoup plus prioritaires. Donc, un pays lourdement endetté perd son indépendance au regard de ses créanciers extérieurs. La France est mal gérée, mal gouvernée, mal dirigée. Mais voyez, c'est la conception du pouvoir, ce pouvoir politique, cette mégalomanie de Macron, ce narcissisme maladif et cette esbroufe vaniteuse. Et cela, c'est sa méthode de gouvernement, ça se substitue plutôt au bien commun. Et ça devient sa boussole, vous voyez, cette vanité de se montrer en boxeur ou déguisé en aviateur, de prendre des poses, des postures, etc. Imaginez le général de Gaulle ou Georges Pompidou se mettre en short et en t-shirt avec des gants de boxe. Dingue. Enfin bon, c'est cette histoire de quoi qu'il en coûte. Partout où l'on passe, Macron lance des annonces grandiloquentes assorties de promesses de milliards de chèques sans provision. Allons-y, voilà. Cette annonce mirifique de chèques sans provision, ça donne une prestance médiatique, une importance, une posture qui tend à compenser ses échecs et ses erreurs stratégiques. Il arrive, j'étais pas au courant, mais il n'y a pas de problème, on va faire ci, on va faire ça. Coco, ça fait 7 ans que tu nous racontes la même connerie. Hein, tout est... Cet argent magique, là, c'est l'argent des autres, hein. C'est celui des futurs contribuables, c'est-à-dire nos enfants. Tout est possible, tout est facile. Hein. Quand il n'aura plus rien à assumer, plus rien à rembourser, vous voyez. Et puis, ces gens-là, ils sont inamovibles, intouchables, aucune responsabilité dans la situation. Ils sont incrustés, ils croupissent dans une certaine vanité. Et puis cette vanité, elle est proportionnelle à leur responsabilité. C'est à l'abri de toute sanction. Ce système est malade. Écoutez Bruno Le Maire parler, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il fait des livres et tout, de ce qu'il faudrait faire, à croire que c'est pas lui qui était ministre des Finances, vous voyez, voilà. Donc c'est affolant, hein. Il y a vraiment une disparition du sens de l'État au sens de l'intérêt général, l'intérêt du pays, son indépendance, sa souveraineté. Voilà, tout est dans l'apparence, dans le matu-vu. Donc il faudrait vraiment une révolution intellectuelle pour abolir cette obsession de se montrer, de parader. Rappelez-vous, 13, voire 17 visites à Marseille pour aller faire des selfies, pour aller promettre faire la bise à des mamans, etc., etc. Faire semblant de prendre des nouvelles de leurs enfants, leur dire qu'on va leur trouver du travail. Voilà, que ça. Que de la communication, toujours et encore. Nous sommes vraiment à milieu de l'intérêt général. Alors, je vous laisse avec Pascal Praud et Marc Fiorentino, un économiste, et c'est très très intéressant, il va vous expliquer le pourquoi du comment, et que malheureusement, on risque de trinquer sur l'un des tout premiers postes de dépenses, c'est-à-dire les retraites. Écoutez bien, c'est très très simple, c'est très bien expliqué. Allez, merci, à bientôt, partagez.
Est-elle en faillite, un déficit public et une dette qui s'envole? On est comme une famille qui vit au-dessus de ses moyens, qui vit avec un énorme découvert. Alors on fait quoi? Où faire des économies? Voilà une bonne question. Le président de la Cour des comptes pointe un dérapage important. Je voudrais qu'on écoute peut-être Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui était ce matin chez nos amis de Radio Luxembourg. On peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position, totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, qui payent déjà un montant d'impôt qui est extrêmement élevé. Monsieur Fiorentino écoute et il entend les mots de Bruno Le Maire et dit « c'est incroyable ». Pourquoi ? Incroyable d'abord de pas dire la vérité, c'est-à-dire de pas déclencher la sonnette d'alarme et dire à quel point la situation est dangereuse, de pas reconnaître ses erreurs. Il a quand même été le ministre de l'argent facile pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a deux Bruno Le Maire. Il y a le Bruno Le Maire qui critique, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Et surtout, je pense que, et heureusement que les Français s'en rendent pas compte, ils minimisent la gravité de la situation. C'est-à-dire que le chiffre qu'on vient de sortir de 5,5%, il est dramatique. Et ce chiffre de 5,5% n'est pas le bon chiffre. C'est-à-dire qu'on donne 5,5% du PIB. Quand on vous dit le déficit public c'est 5,5% du PIB, vous dites 5,5% pour passer à 3%, c'est pas grand-chose. Mais si je vous dis qu'on dépense 2 fois plus que ce qu'on gagne, là vous vous rendez compte on que dépense 2 fois plus que ce qu'on gagne. Le montant des recettes est de 50% le montant des dépenses. C'est les chiffres, hein. Donc ça veut dire que le travail qu'il y a à faire est dramatique. Alors on profite d'une situation extrêmement privilégiée, c'est qu'en fait on s'est mis dans l'aspiration de l'Allemagne et de la zone euro. Les Allemands nous soutiennent, ils garantissent notre crédit. En fait, on a la signature de l'Allemagne, c'est comme ça qu'on arrive à emprunter. Mais ce qu'il faut, en fait, malheureusement, il faut que les agences de notation, une fois pour toutes, nous sanctionnent, nous dégradent. Pour qu'on comprenne. Concrètement, si moi, par exemple, je gagne 5 000 euros par mois, si je dépense 10 000 euros par mois, il y a un moment, mon banquier va venir me voir, même le premier mois. Sauf que votre banquier, c'est la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, elle a lancé le quoi qu'il en coûte. Elle a dit au moment du Covid, en fait, c'était une situation exceptionnelle, le Covid. Le problème, c'est que la France s'est ruée dans cette brèche du Covid, a adopté le quoi qu'il en coûte, non pas comme une mesure exceptionnelle pour un événement exceptionnel. On a fait du quoi qu'il en coûte à outrance, sans s'arrêter, en se disant, alors ce qui est très intéressant quand même, parce que ça vous montre à quel point l'État est mal géré, c'est qu'on vient de découvrir le chiffre de 5,5%. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le gouvernement... Non, on l'a pas découvert, ils l'ont masqué. Non, mais ils l'ont masqué. Visiblement, les sénateurs nous a déjà sont allés... Non, mais il y avait des prévisions qui étaient à 4,9. Après, on nous a dit, on craint que ça sera au-dessus. Puis maintenant, on nous annonce que c'est 5,5%. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a des gens qui découvrent qu'ils ont distribué de l'argent à beaucoup de gens qui n'en avaient pas besoin. Ils en ont distribué à des gens. Par exemple, qui n'en avait pas besoin? Moi, par exemple. Moi, j'ai eu un bouclier tarifaire. On m'a payé sur l'essence pour aller en week-end avec une grosse voiture. J'ai bénéficié de la limitation du prix de l'essence. C'est totalement anormal. J'aurais jamais dû en bénéficier. Donc, il y a tout cet argent-là qu'on retrouve d'ailleurs pour une partie de la population dans de l'épargne. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est que l'argent qu'a distribué le gouvernement à des gens qui n'en avaient pas besoin, comme moi, s'est retrouvé instantanément dans l'épargne, parce que le taux d'épargne des Français est quasiment au plus haut historique. Au plus haut historique, c'est-à-dire que les Français, malgré la crise, malgré le problème de pouvoir d'achat, ont épargné de façon absolument spectaculaire. Alors, il faut juste mettre à part, parce que sinon on va recevoir un torrent d'insultes, je mets à part évidemment les gens qui sont dans la difficulté, qui eux, non seulement ne peuvent pas épargner, mais ont même des difficultés pour boucler les fins de mois. Bon, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est quand l'État dépense 1 000 euros, comment il le ventile pour voir où on peut faire des économies. Et le premier poste, c'est la protection sociale. Et dans la protection sociale, il y a les retraites. Et là, quand on dépense 1 000 euros, il y a 572 euros qui vont à la protection sociale. Et le premier poste, c'est les retraites. 262 euros. Vous avez bien compris. Donc quand je dis, non mais tout le monde sourit quand je dis, il a 25 ans, il n'aura pas de retraite. Je sais pas, il y a un moment, il faut regarder les chiffres. C'est-à-dire que quand c'est votre premier poste de dépense, vous n'avez plus d'argent, et que vous devez réduire vos dépenses, je sais pas, il faut pas être trop malin pour se dire, on va s'attaquer
au poste le plus important. Donc on va s'attaquer à ce poste-là. Et ce poste-là, le pire, c'est qu'on peut pas dire qu'il va s'améliorer, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on va vivre de plus en plus vieux, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être retraité de plus en plus longtemps. Alors on va marquer une pause, mais c'est vrai que les uns et les autres ne savent pas forcément cela. Ils pensent que l'argent va essentiellement à la conduite de l'État, à l'aspect régalien. Il y a une énorme partie qui va là-dedans. Oui, mais quand tu dis sur 1000 € de dépenses publiques, il y a simplement 4 euros qui va à la justice, 4 €, et 262 € qui vont en retraite. C'est très parlant et comme chiffre, et ça permet de mieux comprendre. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Si je vous dis que certains, pour pouvoir garder le pouvoir, pensent à abolir le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Oui, vous avez bien entendu. Alors, un député MoDem du Finistère, Erwan Balanan, mercredi 27 mars, a déposé un amendement visant à supprimer le suffrage universel direct. Voilà, il préférait que le chef de l'État soit élu pour 7 ans par un collège électoral, et ainsi il remet en cause l'article 6 de la Constitution qui prévoit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Je vais vous dire, alors il faudrait que le président soit élu qu'il y ait plein de petites combines, évidemment. Je vais vous dire exactement. Ça serait élu donc par un collège d'électeurs composé de membres du Parlement, de conseils généraux, des représentants des conseils municipaux, des représentants du Conseil économique et social, des représentants des forces syndicales, des représentants de la société civile. Voilà. Hein. Franchement, il ne recule devant rien pour pouvoir garder le pouvoir, pour qu'il n'y ait pas une opposition patriote qui prenne le pouvoir et qui puisse découvrir les sombres combines et toutes les magouilles et les ventes d'entreprises à l'étranger, toutes les ingérences étrangères au sein de notre gouvernement. Qatari, Arabie Saoudite, États-Unis beaucoup, etc. etc. Hein, il n'y a pas que l'ingérence russe, loin de là. On a beaucoup plus souffert des ingérences des États-Unis qui ont racheté plein de sociétés que des ingérences russes. Voilà. Et bien vous êtes au courant, les députés MoDem veulent abolir le suffrage universel. C'est ça la démocratie à la française, hein, la donneuse de leçons. Allez, à très bientôt, partagez et soyez sauvegarde. Et ne laissez passer aucune élection pour destituer ce gouvernement. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Vous avez vu le petit visuel, là, je vous le remettrai en fin de vidéo. 14 milliards pour l'Afrique, 1 milliard pour le TGV au Maroc, 1 milliard pour les PME africaines, 5 milliards pour le Soudan, je ne sais plus combien de milliards d'ailleurs on peut rajouter pour l'Ukraine. Voilà. Donc je résume, l'État est en faillite, dette historique. On va s'en prendre aux chômeurs, peut-être aussi aux retraites. Voilà. On se retrouve embarqué dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Des gens qui meurent dans les couloirs des urgences, un hôpital public en ruine, voire parfois des soins qui sont donnés sur le parking en attendant de pouvoir entrer dans les urgences. 120 coups de couteau par jour, l'insécurité partout, même dans les petites villes, trafic de drogue, des commissions staliniennes qui convoquent les médias, vous voyez CNews, nos grands-mères sont violées à domicile, les écoles sont idéologisées, hein, théorie du genre, blablabla, blablabla, et puis les proviseurs sont menacés de décapitation à cause de la baya. Mais voyons, alerte attentat au niveau maximal. Il me semble avoir vu, je crois, 1000 mineurs qui sont fichés S. Des mineurs fichés S. Voilà. Macron. 7 ans de Macron. Macron a été réélu pour éviter le chaos
face à Marine Le Pen et pour sauver la démocratie. Oh, eh ben dis donc, on l'a échappé belle, hein. On ne sait pas, avec Marine, ça aurait pu être pire, encore que ça soit difficile de faire pire que notre situation actuelle. La risée de l'Europe. Un président qui se veut narcissique, qui se fait prendre en photo, en boxeur, en pilote de chasse, etc., etc. Enfin bref, la risée du monde, l'une des plus grosses dettes au monde. Voilà ce qu'il en est de la France. Allez. Eh bien écoutez, que dire? Bon courage à nous tous. À très bientôt. Mobilisez-vous et votez bien le 9 juin. Merci. Partagez.